Elles n'avaient ni réseau, ni financement, ni modèle. Rien ne les prédestinait à entreprendre. Pourtant un jour, elles ont osé croire en leur idée, en leur voix, en leurs valeurs. Elles ont fait avec ce qu'elles étaient. Je suis Virginie Perbal et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui se sentent trop ou pas assez à reconnaître leur puissance et prendre leur place. Mais surtout, je suis fascinée par ces histoires de femmes ordinaires qui entreprennent. Dans cette saison 2, je donne la parole à des solopreneurs, freelance, indépendantes, celles qu'on croise au quotidien, loin des parcours lycée. Ici, pas de filtre, on parle doute, élan, échec et surtout de cette flamme qui les anime, l'envie de transmettre, d'inspirer, de tracer un chemin. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'une question de réussite, c'est une aventure humaine, faite de courage ordinaire, d'entraide et de vérité. Alors si tu portes un projet ou que tu es déjà dans l'arène, abonne-toi. On te parle ici en toute transparence de notre quotidien. Et si cet épisode te touche, partage-le et laisse une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Chaque soutien me donne l'énergie d'aller chercher ces femmes ordinaires, mais tellement extraordinaires. Mon échange avec Corinne m'a particulièrement touchée. Maman de 2 enfants, Corinne a entamé sa reconversion il y a peu de temps après une longue carrière dans le secteur bancaire. Suite à un burn-out, elle a décidé, après des mois de soins et d'introspection, de se lancer dans la brocante. Un virage à 180 degrés. Elle va nous expliquer comment cette idée a fait son chemin, la réaction de ses proches, mais aussi son cheminement personnel pour faire vivre ce projet qu'elle portait finalement en elle depuis longtemps. Je vous laisse embarquer dans l'épisode du jour. Bonjour Corinne, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. J'ai hâte qu'on fasse connaissance et qu'on voit un petit peu avec toi quelle est ton aventure entrepreneuriale. Donc bienvenue. Merci Virginie et ravie de l'invitation. Super. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase ? Oui. Alors une phrase, je vais commencer, je m'appelle donc Corinne, j'ai 48 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai rejoint l'aventure entrepreneuriale il y a peu de temps puisque c'est une reconversion professionnelle. Auparavant, j'occupais un autre poste dans le domaine très différent de celui de la brocante puisque j'étais dans le domaine de la banque. Voilà, Ok. sur toujours un métier orienté communication marketing. J'étais pas du tout au guichet, mais un univers complètement différent de celui que j'occupe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es brocanteuse. C'est ça. Super, on va avoir le temps d'en parler Oui. pendant l'épisode. Si tu devais décrire ton quotidien aujourd'hui, ce serait quoi ? Le quotidien d'une brocanteuse, c'est pas forcément se lever tôt. Voilà, il y a 2 écoles. Ouais. Il y a l'école de ceux qui se lèvent très tôt pour aller chiner, comme on dit, au cul du camion. Moi, pas forcément. Alors, je me lève tôt puisque j'ai quand même 2 enfants et il faut que je m'assure qu'ils soient bien réveillés pour aller en cours. Mais mon quotidien, ça va être d'aller chiner, de revenir avec mon petit butin de chine, de nettoyer, de regarder un petit peu ce que j'ai acheté, faire des recherches pour qualifier l'objet, en savoir un petit peu plus sur l'histoire de l'objet. C'est mettre en ligne les annonces, puisque le but derrière, c'est l'achat-revente, donc c'est de vendre les produits, et puis de faire une partie administrative, d'entrer en stock, toutes ces joyeusetés de livres de police, etc. Okay. Et du coup, tu vas chiner où ? Alors, j'ai plein d'adresses. Je chine pas très loin d'ici. On va dire que je commence à avoir 5-6 adresses de prédilection. Et puis, je chine un peu partout. C'est-à-dire que lorsque je pars en vacances, je m'arrange toujours pour dire à ma petite famille, bon, alors, il y a une machine sur place, pas la peine de prendre des gros bagages. L'idée étant de garder de la place dans le coffre, puisque partout où je vais, je m'arrange toujours pour faire un petit check sur les brocantes, vide-grenier, ressourcerie du coin. Ok. Donc en fait, brocanteuse, même en vacances. La brocante ne prend pas de vacances. Ok. Tu nous disais là, avant d'être brocanteuse, donc du coup, tu travaillais en banque. Oui. Comment tu te sentais dans ta vie professionnelle à cette époque ? Je me sentais pas
Pas très bien. Moi, j'ai vécu une expérience professionnelle assez longue. C'était mon premier job. Je suis arrivée, j'avais, 22, 23 ans. Donc, j'ai passé plus de 20 ans dans cette société avec différents postes, puisque je travaillais au départ sur la banque des particuliers pour une clientèle de particuliers où j'étais concepteur-rédacteur. Donc, des projets de communication commerciale, d'édition commerciale. Ensuite, je suis passée sur une direction où là, je me suis éclatée, donc je me sentais vraiment super bien, super équipe, avec un bon équilibre aussi entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc là, c'était l'expérience client, donc je pilotais des dispositifs de satisfaction client, des baromètres de satisfaction. Donc l'idée, c'était de s'assurer que dans les agences, notre réseau d'agences, il y ait un niveau d'accueil identique, des standards qui soient respectés. Et puis, ça permettait d'accompagner aussi les directions d'agences qui en avaient le plus besoin. Et ensuite, et c'est là où c'était un peu plus difficile, c'est que j'ai basculé dans le cadre d'une évolution. J'ai rejoint le marché de l'entreprise, donc toujours dans cette même banque, une banque internationale. Et le marché de l'entreprise était très intéressant puisqu'on est au contact des entrepreneurs, mais aussi des grands dirigeants du CAC 40 et on travaille pour eux. C'est-à-dire que moi, mon rôle était de mener des projets événementiels, donc l'organisation de conférences, de salons professionnels, voilà, avec des prises de parole. On sélectionnait des experts dans leur domaine. Ça pouvait être la digitalisation, l'internationalisation, l'intelligence artificielle, des thèmes qui aujourd'hui nous intéressent tous dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, pour répondre à ta question, ça se passait plus très très bien vers la fin. Une entreprise qui a connu beaucoup de changements, des plans à répétition, donc un climat assez tendu, et puis des équipes qui ont été restreintes. Donc l'équation, c'est toujours faire plus avec moins, avec du stress, avec des process interminables, et voilà, des relations qui se sont tendues, qui moi m'ont rendue malheureuse à la fin. Donc c'était important de repartir sur un nouveau chapitre professionnel. Ok, je sens dans ce que tu dis une forme d'épuisement en fait au long cours là. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Alors on n'ose pas le dire, on n'ose pas le nommer, mais oui, clairement, c'est un épisode d'épuisement professionnel, comme on dit. Okay. Voilà, le grand méchant loup, le burn-out, qui est venu frapper à ma porte. Il s'est installé de manière assez insidieuse. Je dirais pas que tu le vois pas venir. Tu as quand même des choses qui te laissent penser que c'est pas top, mais il s'est installé. Quand il est installé, c'est plus délicat. Et du coup, comment tu t'es rendu compte là que ce burn-out il était présent et comment tu l'as surmonté? Je pense que moi, je suis d'un naturel assez enthousiaste, enjoué. J'aime le contact avec les gens. Et là, je voyais bien que je me renfermais aussi. On me faisait remarquer que mon comportement avait peut-être un peu changé, que j'étais devenue peut-être plus irritable, agacée. Et puis, je pense que j'avais des crises de larmes que je ne pouvais même plus contrôler. Donc ça, je me suis dit, dans le cadre professionnel, c'est bizarre quand même. Il y a quelque chose qui va plus. Et puis, comme je te disais, des équipes qui étaient réduites quasiment de moitié, et des réorganisations qui déstabilisent. Alors, on te dit, le monde de l'entreprise, c'est ça. Il faut savoir naviguer dans l'incertain. Mais quand l'incertain fait partie de ton quotidien tout le temps et que tu rentres épuisé, fatigué. J'avais surtout une fatigue physique aussi, puisque je partais en déplacement, pas toute la semaine, mais quand on avait des événements en province, tu pars en déplacement, tu passes ta nuit à l'hôtel, tu te réveilles vite le lendemain matin pour faire ton compte-rendu, et puis tu prends ton TGV et tu retravailles dans le TGV. Enfin bref, c'était assez dense. Et à un moment, ton corps lâche. À ce moment-là, tu te rendais compte que tu lâchais ou non, tu devais tenir coûte que coûte, t'étais dedans et t'avais pas. Moi, je me rendais
pas forcément compte parce que je pense que j'ai toujours été impliquée dans mon travail. Tu vois, l'idée de bien faire son travail, de réussir, même s'il y a des difficultés à trouver les plans B, les alternatives, les astuces, l'appel à un ami, à un collègue qui va te dépanner. Donc, moi, je pensais que je continuais à faire mon boulot, tu vois, à délivrer, à mener mes projets, à maintenir mes deadlines. Et puis, vraiment, ça m'a interpellée quand mes collègues m'ont dit ouais, là, il y a un truc. Et puis, à la maison, on me le disait aussi. C'est-à-dire que je rentrais, j'étais lessivée, oui, même si tu as fait ton boulot, tu as quand même le sentiment de pas avoir la satisfaction du travail bien fait, tu vois, d'avoir géré que des problèmes, en fait. Et ça, c'est épuisant au bout d'un moment. Et du coup, c'est ça, c'est tes proches, tes collègues qui t'ont fait ces remarques et du coup, c'est là où tu t'es dit, il y a quelque chose qui va pas et tu as été consultée. Enfin, comment ça s'est passé ? Oui, ça m'a interpellée parce qu'on n'aime pas trop s'entendre dire que c'est bizarre, ton comportement a changé, t'es quand même un peu moins funky qu'avant, t'es peut-être négative. Et ça, en plus, je le prenais comme une remarque personnelle, tu vois, ça m'atteignait moi, dans ma personnalité, dans mon caractère. Et au cours d'une visite avec la médecine du travail, visite classique, là, je me suis effondrée aussi. Donc, elle a quand même tiré la sonnette d'alarme et elle m'a orientée vers la psychologue, puisque moi, j'étais dans une grosse entreprise, donc les choses sont bien faites quand même. Donc, il y a une psychologue qui était là sur place à raison de, je sais plus, 2 ou 3 fois par semaine pour recevoir les collaborateurs en difficulté. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être prise en charge. Et puis, à un moment, de toute façon, même si tu luttes dans ton quotidien, ça te rattrape, tu peux plus. Et puis, il y a un point de rupture. Et là, c'est terminé. Et du coup, combien de temps il s'est passé entre le moment où le burn-out a été déclaré et puis le moment où tu as commencé à refaire surface ? Alors, ça a été un chemin long, difficile, avec des avancées et à la fois des périodes où tu te dis, non, en fait, là, je suis bloquée dans ma situation. Donc, concrètement, il s'est passé 3 ans. Enfin, pas 3 ans. 3 ans pour que je puisse quand même me dire, maintenant, il faut que je reparte sur quelque chose et un projet qui va me faire vibrer. Au cours de ces 3 ans, évidemment, il y a eu des périodes où je me disais, et où mes proches me disaient, là, il va falloir que tu reprennes un boulot, ça a assez duré. Donc, j'essayais de prendre en compte ça aussi, en me disant, je vais y retourner. Je vais peut-être pas retourner dans mon service, mais c'est vrai, j'ai quand même un CDI. Dans les temps qui courent, c'est pas neutre. Donc, j'avais commencé à me faire à l'idée de devoir y retourner. Mais autant dire que c'était la mort dans l'âme. Et surtout, pour moi, c'était impossible. Quand j'allais sur place voir le médecin du travail, enfin la psychologue, j'étais encore dans les locaux et ça me provoquait quelque chose. Tu vois, ça me... Et ton corps réagissait. Oui. Okay. Comment tu as réussi à surmonter ? J'ai fait pas mal de choses puisque l'idée c'était que je m'en sorte. Voilà, je voulais pas rester dans cette situation que j'avais pas connue et en général je reste pas les 2 pieds dans le même sabot. Donc j'ai fait plein de petites choses. Alors je vais bien te dire que les premiers mois il y a une période de vide sidéral où tu dois accepter, enfin tu dois comprendre déjà ce qui se passe, tu dois accepter et puis à un moment il faut se mettre en action. Donc j'ai fait plusieurs choses. Ça a commencé par partir alors parler à des professionnels évidemment, toujours cette psychologue et puis aussi un psychologue en ville. Et puis est arrivée l'idée de partir en cure. Alors, partir en cure, aujourd'hui, j'en parle avec le sourire, mais quand tu dis autour de toi, oui, je vais faire une cure, tu vois, dans l'imaginaire, c'est un peu connotation, addiction, Amy Winehouse et compagnie. Alors, je disais, oui, non, mais c'est une cure, mais bon, c'est la thalassothérapie, tu vois, j'essayais de dédramatiser comme ça, alors que dans les faits, c'est quand même une cure, c'est médical, c'est pris en charge par la sécurité sociale, tu vois des médecins et puis c'est pas neutre, c'est pas des vacances. Ouais. Donc j'ai fait ça. La cure m'a apporté, ça m'a permis aussi de décrocher. Ce qui était difficile, c'était de décrocher de mon quotidien, du foyer également, parce que là c'était la première fois que je partais sans mon mari, sans mes enfants. C'est 3 semaines. Ouais. Voilà, c'est 21 jours. Et ça a été difficile, mais ça a été
une des meilleures décisions que j'ai prises aussi, de me dire à un moment, je me recentre et je sais ce qui va pouvoir me faire du bien ou pas. Et le contact de l'eau, ça permet de te libérer de plein de tensions. Et puis l'eau, dans les thermes, ce sont des eaux, en tout cas là où j'étais, chargées en magnésium, en fer. Donc il y a quand même des bienfaits qui agissent sur le corps et sur l'esprit. Donc il y a eu plein de petites choses. Tu vois, je te parle de la cure, mais après c'est des choses un peu plus anecdotiques, comme tu perds quand même pas mal confiance en toi, hein, ça faut bien se le dire. J'ai fait des ateliers d'image, enfin de coaching en image, voilà. Et puis quelque chose aussi qui a été assez révélateur pour moi, c'était la découverte de la musique et la pratique d'un instrument. Okay. En l'occurrence la batucada. Donc ça et c'est génial et je continue de pratiquer aujourd'hui parce que quand tu es en burn-out, tu es à l'arrêt. Enfin, ton cerveau est à l'arrêt, ton cerveau a quand même du mal à prendre des décisions, à réfléchir, tu as un brouillard monstre et ton corps est aussi quelque part un petit peu à l'arrêt. Et le fait d'être entrée dans ce groupe de batucada, j'ai retrouvé déjà un collectif avec des gens que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas. Donc, on est neutre sur un terrain, tu vois, c'est que de la connaissance et puis on est là pour jouer ensemble. Donc, cet esprit de collectif était super important pour moi et ça remet en dynamique. Voilà, ça remet en mouvement le corps et ça, c'est important. Et ça aide du coup l'esprit aussi à y voir plus clair. Complètement. Ok, et la brocante dans tout ça, à quel moment c'est rentré dans ta vie ? Ah, la brocante, je crois que la brocante, je l'ai depuis toujours. Ouais. C'était là, dans mes veines. Et puis j'ai décidé de le développer. C'est vrai qu'un jour, un jour. C'est-à-dire qu'en regardant les réseaux sociaux, tu te rends compte que ça peut être un métier. Enfin, bien sûr, brocanteur, c'est un métier depuis toujours, mais la nouvelle manière de le faire au quotidien, notamment par l'émergence des brocantes en ligne, c'est un peu ce qui a réveillé chez moi l'idée d'en faire mon métier. Donc je scrollais sur Instagram et j'avais de plus en plus de comptes. L'algorithme étant bien fait, j'avais de plus en plus de comptes qui m'étaient poussés par des nanas ou des hommes qui faisaient ça. Et donc j'ai commencé. Alors j'ai toujours un peu chiné dans ma vie, puis j'ai chiné peut-être un peu plus. J'ai acheté des meubles que j'ai commencé à restaurer, à rénover, et ça c'était génial parce que je me vidais complètement la tête. Voilà. Tant que tu as tes mains occupées, ouais, c'est ça. C'est toujours l'histoire que le corps en action, forcément, t'as l'esprit qui est. Tu débranches ton cerveau et là, c'est génial. Et puis la brocante, c'était un peu aussi dans l'histoire de la famille. Moi, j'ai une maman qui aimait beaucoup ça, et ses sœurs, enfin 2 de ses sœurs, je crois qu'ils m'ont inspirée quand j'étais gamine. Enfin, j'allais chez elles, c'était le musée, c'était la découverte. J'avais une tante qui voyageait beaucoup, donc il y avait énormément d'objets qui venaient d'un peu partout, des collections de chapeaux au mur. Enfin, c'était génial. Et je crois que j'ai gardé ça quelque part, ancré dans un coin de ma tête, et j'ai voulu l'exploiter. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, bah tiens, et si j'en faisais un métier ? C'est arrivé au cours des années d'errance là pendant le burn-out, où ça s'est de plus en plus présenté à moi comme la bouée de sauvetage et la nouvelle voie que je devais explorer pour me retrouver un chemin professionnel. Donc ça arrivait à ce moment-là. Ça avait quand même germé aussi un petit peu avant. Mais après, j'ai vraiment décidé de travailler sur ce projet à ce moment-là. Ok. Comment ton entourage a réagi par rapport à ta reconversion ? L'entourage. Ouais, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que dans mon entourage, dans ma famille, il y a des schémas assez ancrés. C'est-à-dire que tu as un CDI, tu bouges pas de ton CDI, voilà, parce que tu as des responsabilités, parce que c'est super, tu te rends compte, tu bosses dans une grosse boîte, tu as plein d'avantages. Donc c'était un petit peu difficile à faire admettre. Je pense qu'ils n'ont pas compris aussi tout de suite que j'étais dans un tel mal-être que je n'allais pas pouvoir retourner. T'en parlais avec eux de ce mal-être ? Non, honnêtement, il y avait une espèce de tabou. Je sentais qu'ils... Alors moi, je suis quand même entourée plutôt d'hommes que de femmes. Non pas que les hommes n'aient pas cette empathie, mais je dirais peut-être un peu moins. Et ça a été le cas chez moi, tu vois.
Enfin, je sentais bien que j'étais jugée, j'étais pas forcément prise au sérieux quand je parlais de mon projet professionnel. Tu vois, pour eux, c'était un hobby, c'était un truc qui allait me passer. Je faisais une petite crise et puis j'allais revenir très sagement. Pour qu'elle se fasse plaisir. Et puis... Exactement. Donc ça a été difficile. Ça a été difficile. Tu as dû te battre contre l'idée, du coup, de ce nouveau métier, que ce nouveau métier était moins bien que celui que tu faisais avant. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi à leur faire entendre avec le temps que c'était un vrai métier? Ou peut-être qu'on n'y est pas encore, je sais pas. Ce métier-là, du coup, il est vu comme moins bien comparé à l'autre. Oui. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui là avec tes proches? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que non, on est toujours au même point? Oui, c'est mieux. Ils se rendent compte que j'ai retrouvé énormément de plaisir à faire ce que je fais. Ça reste chaque jour est une étape supplémentaire dans le fait de faire accepter ça. Et ils se rendent compte que c'est un métier, c'est pas juste aller chiner, aller récupérer des objets, les briquer, les nettoyer, les prendre en photo. C'est que autour, il y a beaucoup de compétences aussi qui sont demandées. Et je crois que ça les rassure. Alors, c'est vrai, mon mari, en l'occurrence, est rassuré quand j'ai par exemple des boutiques éphémères. Puisque là, bizarrement, c'est un vrai métier. Ah bah oui, c'est plus de l'ordre du commerçant. Voilà. D'accord. Ah oui, bon, elle est commerçante. Dans quel domaine? La brocante. Tu vois, mais c'est plus accepté d'avoir un parcours de commerçant, d'avoir une boutique physique, qu'un parcours avec une brocante en ligne, où il y a un caractère très immatériel. Voilà. Mais au fil du temps, je pense que ça commence à prendre. Je trouve que c'est intéressant parce que la question de l'entourage, c'est toujours une question importante quand on entreprend. Le regard des autres sur ce qu'on peut faire et sur le regard qu'ils portent sur nous. Et je trouve que ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où, en fait, c'est parce qu'on prouve quelque part aux autres. Quand nous-mêmes, on a déjà une certaine confiance en ce qu'on veut faire, du coup, on transmet cette aisance aux autres. Et tant qu'on est dans le doute, en fait, c'est compliqué d'avoir l'approbation des autres. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est un travail aussi à faire sur l'idée que tu as toi, ton projet, tu y crois dur comme fer, tu sais que c'est ce qui va te sauver presque, et tu sais que ce que les autres vont pouvoir te dire, ce sont les peurs des autres qui se matérialisent, qui te transmettent. Donc charge à toi à un moment d'arriver à faire bloc et de dire bon, là ça reste avant tout mon projet professionnel. Merci de me soutenir. En fait, c'est ça. Moi, j'avais beaucoup on ne voyait que le côté négatif. Donc, je rappelais que moi aussi, j'étais déjà pleine de doutes. Donc, ça serait sympa qu'on me soutienne et qu'on n'enfonce pas les portes sur des sujets dont je savais qu'ils allaient être compliqués à gérer. Quand on t'entend, on a l'impression que ça y est, tu es très au clair avec ce nouveau statut-là d'entrepreneur, de brocanteuse. Mais je sais en préparant l'épisode que parfois c'est quand même encore difficile pour toi de t'afficher comme telle. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Oui, c'est pas facile. Tu vois, là, on était en rentrée scolaire. Alors, je me dis... alors, c'est vrai que mes enfants sont grands maintenant, mais il y a quand même les fiches où tu dois remplir la profession des parents. Bon... Là, tu te dis, qu'est-ce que je mets? Brocanteuse, il y a un côté un peu saltimbanque. Enfin, tu vois, c'est pas un vrai métier. Alors, je triche un peu, quoi. Enfin, je dis chargée de marketing ou commerçante, tu vois, voilà. Je vais plus assumer commerçante. Je l'assume pas trop encore. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et c'est quoi qui te fait peur dans le regard des autres? C'est le jugement, c'est de me dire que... qui pourraient penser que je vais me planter, que je vais droit dans le mur, que les décisions que j'ai prises n'étaient pas les bonnes. Et tu vois, ça me fait mal. Enfin, j'ai pas envie d'entendre ça de la part de mes proches, de mes amis. « Ah, mais t'aurais jamais dû faire ça. Il suffisait que tu retournes à ton boulot, et puis voilà, quoi. Tu faisais le dos rond, et puis ça passait, et puis... » Tu vois, je veux pas de ça. Et j'entends la notion d'échec derrière. Du coup, comment tu la vis? Parce qu'on sait en tant qu'entrepreneur qu'on est face à des échecs permanents, parce que tout ce qu'on pouvait projeter, ça se produit jamais comme on l'imaginait, et que la vie fait que certes il y a des échecs, mais on apprend, et puis après il y a d'autres opportunités auxquelles on n'avait pas pensé. Toi, du coup, comment tu le perçois? Ça, c'est quelque chose que tu as intégré ou c'est encore difficile? Non, j'ai intégré l'idée que cette démarche de reconversion ne serait peut-être pas... C'est peut-être pas l'expérience qui va m'enrichir financièrement, mais à côté de ça, je suis très à l'aise avec l'idée
tu vois, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Et je serais très fière de dire, ça me tenait à cœur. C'est un projet que je nourris, que je mûris. Et le fait d'avoir essayé et de se dire, voilà, quoi, il faut pas se mettre des barrières. La vie est courte. Après, tu reprends avec ça. La vie est courte. Donc, faisons quelque chose qui nous fasse du bien, qui nous fait plaisir avant tout. Ouais, et puis se donner les moyens de ce qu'on a Se envie de donner les faire. moyens. Puis, tu sais, on n'est pas à l'abri que ça marche, hein. Eh ben, qui sait, je te le souhaite en tout cas. Oui. C'est tout le bonheur que je te souhaite. C'est quoi le plus beau moment là que ton métier t'a offert ? C'est le côté humain. Donc, c'est sûr que la brocante en ligne, tu as pas du tout la même relation. Hein, il y a un côté un peu ingrat, tu fais ta vente, tu fais ton colis, même si tu mets un petit mot un peu sympa et que t'as après un échange avec le client. Non, là, ce qui m'apporte le plus, c'est quand, en effet, j'ai des boutiques éphémères et que j'ai des clients pour lesquels ça match et qu'on parle des objets, qu'on parle de l'histoire des objets, toute cette émotion qu'on peut ressentir à travers tout ça. Et donc, c'est ça qui me On pourrait penser que du coup, c'est un switch total qu'il y a entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que quand même les compétences que tu as pu acquérir avant te servent aujourd'hui ? Non, je dirais qu'il y a quand même des compétences qui me servent aujourd'hui, même si j'avais un profil communication marketing et pas marketing digital, même si, bien sûr, au cours de ma carrière, sur les dernières années, j'ai pu amorcer la partie marketing digital. Là, tout ça me sert aujourd'hui, puisque j'alimente un compte Instagram et puis des compétences de gestion de projet quelque part. Hein. Une entreprise, c'est gérer des thématiques différentes, enfin des domaines différents, mettre tout ça en musique, s'assurer de tenir des délais. Voilà, donc tout ça me sert au quotidien. Est-ce qu'il y avait un cliché ou des clichés sur les brocanteurs que tu voudrais éclater là ? Le côté, le brocanteur, c'est des vieux trucs, des vieilleries qui sentent pas bon, qui sont tout poussiéreux. Alors que pas du tout, quoi. Il y a qu'à voir aujourd'hui sur les plateformes, en termes de décoration intérieure, il y a un retour quand même sur les pièces qui ont du caractère, de l'authenticité, les meubles anciens ou les pièces vintage. Et ça, tu les trouves pas dans le commerce traditionnel. Même si on voit les grandes chaînes d'ameublement, sans les citer, Maison du... Voilà. Ils ont beau reproduire le petit meuble parisien qui fait tant rêver en ce moment, qui plaît toujours autant, ça n'a pas la même saveur. Ouais, ça n'a pas autant de charme. Donc oui, c'est vrai, la brocante, ça peut sentir la poussière, mais ça sent aussi la cire d'abeille. Tu vois, moi je trouve ça génial. C'est hyper vivant en fait. Ouais, et puis pour avoir vu ce que tu fais, puisque j'étais venue te visiter sur un de tes magasins éphémères, on est loin de la vieillerie quand même. Ouais, je pense. Et puis, moi, mon but, c'est de faire une sélection aussi. Et je passe du temps à faire en sorte que les objets soient présentés et sublimés. Donc j'évite les pièces cassées, évidemment. Donc, j'essaye d'apporter de la belle brocante. Voilà, de la brocante chic. Alors, c'est vrai qu'on me définit parfois avec un style... campagne chic. Ouais, je trouve que ça correspond pas mal. Ça va bien. Ouais. Très bien. Je voulais revenir un peu sur le burn-out et je voulais savoir pour les femmes là qui nous écoutent, qui sortent peut-être elles-mêmes d'un burn-out et qui n'osent peut-être pas assumer une reconversion, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire ? Alors moi, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup de bien, c'était « fais-toi confiance ». Voilà, donc se faire confiance avant tout. Et puis, il n'y a pas de secret, je crois qu'il faut être entouré. Donc, si on n'a pas forcément l'écoute de la part de son entourage ou qu'on n'a pas envie d'ennuyer ses amis avec ça, parce qu'il y a aussi un côté un peu tabou. Hein, on n'a pas envie d'être catalogué comme celle ayant fait un burn-out, n'ayant pas réussi à assumer des difficultés, alors que d'autres y arrivent sans problème. Donc, c'est de se tourner vers des professionnels, très clairement. Voilà, il y a des psychologues aujourd'hui qui sont formidables, même des psychiatres, puisque parfois il faut aller jusque-là aussi. Hein, ça peut passer par un traitement médicamenteux, soft ou moins soft, mais il y a plein de solutions. Donc, c'est s'ouvrir et puis c'est oser demander de l'aide et en parler.
Ouais, et puis je trouve, alors là, tu abordes le côté médical et c'est important, mais il y a aussi, du point de vue entrepreneurial, il y a aussi cette idée d'aller au-devant d'autres entrepreneurs, d'aller tester, quoi, de C'est ça. pas rester avec son idée dans la tête, C'est mais ça. en tout cas d'aller voilà, rencontrer soit via un réseau, soit en tout cas de se mettre en lien pour se demander si vraiment c'est quelque chose qui pourrait nous plaire. Exactement, et ça c'est vraiment un conseil à suivre, c'est-à-dire que vous n'allez pas révolutionner et vous n'allez pas faire une reconversion du jour au lendemain. Enfin, ça se prépare, donc il faut s'entretenir avec des professionnels, voir un petit peu, faire un vie ma vie, voir un petit peu leur quotidien. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas hésité. Dès que je voyais des comptes Instagram ou des sites internet, j'allais dans les conditions générales. Alors vraiment au culot. Je crois que c'était assez audacieux, mais je me posais même pas la question. Je me disais, moi, je veux savoir comment ça se passe. Donc, je prenais le numéro de téléphone et puis j'appelais. Et franchement, je suis toujours tombée sur des nanas. J'ai dû faire une bonne dizaine d'entretiens comme ça, tu vois, sur une durée assez étalée, je sais pas, peut-être au cours de 4 à 6 mois. J'ai eu des hommes, des femmes, mais toujours été très bien reçus. Les gens sont contents de parler de leur métier. En l'occurrence, c'est quand même un métier passion avant tout. Donc voilà, il faut aller chercher... oser, avoir cette audace, et puis se dire de toute façon, faut se donner les moyens. Donc oui, puis aller s'entretenir avec des personnes qui font le métier auquel on pense. Voilà, ça mange pas de pain. Enfin, je veux exactement. Il y a rien de tangible. Ça veut pas dire que derrière on va le faire. Au contraire, Exactement. C'est une petite enquête qu'on mène pour. C'est une petite enquête, une petite veille, et puis ça booste et ça redonne encore plus de puissance à ton projet. Puisque tu te dis, bah oui, non mais c'est ça. Ok, j'ai bien compris qu'il allait avoir des difficultés. Ok, j'ai bien compris que la solitude de l'entrepreneur, c'est un sujet. Toutes les peurs que les femmes bizarrement rencontrent. Ouais, plus que les hommes. Plus que les hommes, ouais. Même si les hommes aussi c'est vrai. rencontrent, et puis le syndrome de l'imposteur, par exemple, ce genre de choses. Les hommes aussi, ils sont confrontés, mais c'est vrai qu'on voit que les femmes, oui, le sont beaucoup plus. Exactement. Ouais. Donc mon conseil, c'est ça, c'est d'aller frapper aux portes, en fait, d'y aller. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, au moment où tu as entamé cette reconversion, au moment, tu vois, je reparle à la Corinne, là, du début de la reconversion, qui doutait sûrement encore. Quel conseil t'aurais aimé avoir ? Qu'on me fasse confiance dès le départ, qu'on me dise, ouais, t'as les capacités... Avec le parcours que tu as, il n'y a pas de souci, tu vas y arriver. Fais-le, fais-toi confiance, vas-y, fais-toi plaisir. On n'a qu'une vie. Voilà, j'aurais vraiment eu besoin d'entendre ça. Un message fonceur et de soutien. Alors, je l'ai eu, mais... Il a fallu aller le chercher. Voilà, il a fallu aller le chercher. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Ouais. Mais il est venu quand même. Malgré les doutes, là, qu'est-ce qui te rend le plus fier ? D'être arrivée à faire naître ce projet, voilà, tout simplement, et puis d'avoir ces boutiques éphémères, tu vois, enfin, c'est une petite fierté, mais c'est vrai que quand je regarde là dans le rétroviseur, je me dis quand même, ouais, les boutiques, c'est pas mal. J'ai eu des clientèles très variées et des clientes qui resteront marquées dans ma mémoire. Alors, j'ai eu aussi des stars. Je profite pour glisser ça, mais moi qui étais fan de Vanessa Paradis, et encore aujourd'hui, elle est venue dans la boutique à Paris, et ça, c'était super. Donc, tu vois, je me dis, mais waouh, quel chance j'ai eu. Jamais dans mon bureau à la Défense, derrière mon ordinateur, à m'occuper de temps. Jamais. Donc, tu vois, et là, je me dis, ouais, quand même, Vanessa Paradis, c'est cool. Alors, elle est sympa, Vanessa ? Ouais, elle est super. Ouais, elle est super. Okay. On n'est pas encore copines. Non, on ne sait jamais si elle nous écoute. Ouais, non, super. Vraiment super. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer là, d'avancer ? Est-ce que c'est tout ça ? Est-ce que c'est l'expérience là que tu es en train de te faire, tout ce que tu nous dis, ces petites anecdotes C'est ça, c'est toutes ces anecdotes, c'est de me dire que de toute façon, chaque pas compte, donc des petits pas. Et j'ai confiance, justement, on parlait du réseau tout à l'heure. Je vois bien aussi que je commence à me construire un réseau qui est nouveau. C'est plus le même réseau que celui que j'avais avant, que je m'étais construit, même si évidemment je garde des contacts. Mais c'est ça, c'est de se réinventer, c'est de reconstruire des choses, renouer relancer des relations humaines, quoi, enfin des contacts. Super. Si tu avais un conseil à donner à une autre femme entrepreneur, ce serait quoi ?
go ma chérie, vas-y. On t'attend que toi. Oui, vas-y, n'aie pas peur. Évidemment, tu auras peur, tu auras des doutes, mais même dans ton job actuel. Donc, c'est d'y aller. On a quand même la chance en France d'avoir des dispositifs qui nous aident et qui boostent à l'entrepreneuriat. Moi, je suis pas quelqu'un les prises de risque sont très maîtrisées, quoi. C'est pour ça que parfois ça prend du temps, parce que j'ai besoin de maîtriser, de savoir où je mets les pieds. Ça c'est un peu long parfois. Ouais. J'aime bien ce que ça soulève parce que souvent on a l'impression qu'avoir de l'audace, oser, c'est se jeter dans le vide. Alors non, on peut avoir de l'audace tout en maîtrisant aussi ce qu'on fait, en mettant les filets de sécurité, en s'assurant qu'on va pas dans le mur. Et ça c'est intéressant parce que c'est ce que tu soulèves aussi en disant ça. Pour moi c'est important parce que quand on n'a plus 20 ans, on n'a pas 20 ans. Alors je pense que évidemment, arrivé à nos âges, quel âge on a? 32? Non. Bon, voilà. Après 45 ans, on va dire, tu sais que tu as quand même des responsabilités. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup pour cet échange. Je voulais juste terminer en te demandant où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, j'ai entendu que tu avais un Insta. Oui, c'est ça, j'ai un Insta. Donc, vous pouvez me retrouver sur Adoris Brocante. Ok, je mettrai les coordonnées avec en plaisir lien dans cet épisode. Et du coup, tu parlais de boutique éphémère. Il y a une petite actu, là, il y a une boutique où on peut te retrouver pour l'instant, il n'y a pas de boutique éphémère, mais ce sera au mois de mars. Donc là, j'ai une date qui est en train de se valider. Donc, je vais communiquer sur les réseaux sociaux, justement, sur cette prochaine boutique. Okay. Donc, on te suit sur Insta pour savoir où te retrouver en vrai. Et encore une fois, pour avoir été visiter une de tes boutiques éphémères, je conseille. Merci. C'est un beaucoup. bel univers. Merci. Super. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'étais ravie de faire cette interview. Merci. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'histoire de notre invité du jour t'aura donné à toi aussi l'envie de tracer ton propre chemin. N'hésite pas à venir mettre un commentaire et retrouve-moi sur LinkedIn, je serai ravie d'échanger avec toi.